ma logique, c'était de me dire un peu comme dans tous les métiers, il y a des mecs qui sont très bons et des gars qui sont très très mauvais. Et ben c'est pareil dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel. Il y a des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font et vraiment c'est des perles. Donc si un jour il est sur ton parcours de vie, c'est génial si tu en as besoin. Et puis il y en a d'autres, comme tous les autres métiers, décrédibilisent totalement le secteur. Et là, on a le mainstream qui s'empare de ça et qui rajoute une couche derrière et qui fait croire que c'est des mouvements sectaires, que c'est des gourous, que tout en fait est un peu bizarre. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'accueille Julien Perron, un pionnier qui a transformé sa quête personnelle de bonheur en une véritable mission de vie. Son histoire, c'est celle d'un voyageur solitaire qui est devenu semeur de bien-être. Son histoire, c'est aussi celle d'un enfant dyslexique qui a réinventé sa propre voie vers l'épanouissement. Alors bienvenue dans cette rencontre avec celui qui est à l'origine de la série « C'est quoi le bonheur pour vous ?», une initiative qui lui a fait parcourir le monde entier pour aller poser cette question a priori simple à des personnes de toutes origines et de toutes cultures. Alors bienvenue dans un épisode inspirant et profondément humain. Aujourd'hui avec Julien, nous allons explorer comment le voyage peut devenir une quête de soi, l'importance de l'éducation dans le développement de l'enfant et pourquoi investir dans nos passions peut être la clé du véritable bonheur. Bonjour Julien, merci beaucoup de venir dans La Petite Voix. Avec joie, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, je vais essayer pour commencer de te présenter brièvement, mais ma difficulté c'est qu'en fait tu es multicasquette. Donc j'essaye un résumé, puis après on aura tout le temps de l'entretien pour aller dans le détail. Ce que j'ai noté sur toi, c'est que tu es un entrepreneur intuitif, et ça on va y revenir. Tu es conférencier, auteur, réalisateur, voyageur, et tu es notamment connu pour ce super documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Est-ce que jusque-là, on est dans les clous ? Oui, ça va. Ouais. J'ai envie de commencer par une question toute simple que toi, tu as déjà posée des milliers de fois. C'est quoi le bonheur pour toi, Julien ? À l'époque, quand je crée mon entreprise, donc faut remonter en 2003, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur et je réfléchis à comment je pourrais impacter le monde. Et à un moment donné, je me dis avant de me lancer, ce serait bien quand même que je détermine mes besoins. J'ai besoin de quoi pour être bien, pour être heureux dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai cogité et puis en fait je me suis aperçu que j'avais des besoins qui étaient très, il me semble primaires, qui n'ont pas évolué d'ailleurs avec le temps et c'est relativement proche de se poser la question c'est quoi le bonheur pour moi. Donc moi mes besoins je me considère comme quelqu'un d'épicurien. Donc j'aime bien manger et puis j'ai compris avec les années l'importance d'avoir une bonne alimentation. J'aime beaucoup la nature, c'est ma façon à moi de cultiver une forme de spiritualité. Donc j'essaie d'y aller vraiment le plus souvent possible, de bivouaquer très régulièrement, seul, en pleine nature. J'aime beaucoup le voyage, ça fait partie de mon équilibre personnel. J'ai vraiment besoin de m'extraire de ma zone de confort ici à Montpellier, et puis d'aller me confronter dans d'autres zones, pas forcément à l'autre bout du monde, parce qu'en France, on a un terrain de jeu qui est exceptionnel. Les gens, j'adore les gens, l'amour, l'amitié. Ouais, c'est à peu près ça, mes besoins. Donc, tu vois, ils n'ont pas vraiment évolué. Donc, j'essaie du mieux que je peux de les combler tous les jours. C'est un joli programme déjà. Ouais, oui. Mais en même temps, quand tu regardes bien, manger, être en contact avec les gens, aller dans la nature, je crois que c'est une dimension qui est humaine. Oui. Mon impression, c'est qu'il se peut qu'il y ait une grande partie de la population qui ait oublié un peu tout ça, quoi. Malheureusement, c'est possible. Et en même temps, si on voit le verre à moitié plein, c'est que quand même tout ce mouvement là de développement personnel auquel tu participes grandement
permet d'éveiller à ça et de se dire, en fait, on se reconnecte à nos envies profondes. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Et on en a besoin. Et je continuerai à mettre de l'énergie au moins jusqu'à 112 ans. D'ailleurs, je me suis fixé d'aller au moins jusqu'à 112 ans. Je serai là pour t'interviewer, Julien. Oui, ça serait génial. Je compte bien continuer parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'une société vraiment très différente. Et donc, plus les gens ont conscience de qui ils sont réellement et de toutes leurs capacités, et plus on aura une société très différente et qui avancera, j'espère, dans le bon sens. Ouais. Absolument. En parlant d'avancer dans le bon sens, je te propose un petit retour en arrière. Tu as commencé à évoquer 2-3 éléments de ton passé. Moi, j'aimerais revenir sur une scène que je trouve assez terrible, qui se passe en terminale. Et j'avais envie que ce soit un peu le point de départ de cet échange parce que je me dis que ça va peut-être conditionner l'homme que tu es aujourd'hui. Tu es avec le directeur de ton établissement scolaire et puis il te dit cette chose affreuse. Il te dit « Monsieur Perron, vous ne servez à rien dans notre société. Vous allez terminer SDF. » Ouais. C'était comment pour l'ado là qui reçoit ça à ce moment-là? Déjà, je pense qu'il faut se rappeler que je pense être loin d'être seul. On a tous connu, tu sais, à un moment donné, un enseignant pas très cool, ou bon là, c'était un directeur d'établissement. Mais par contre, il faut aussi souligner que probablement 90 à 95% des enseignants font un travail qui est exceptionnel. Et donc, comment je vis ça? Tu sais, comme je t'ai dit en off, moi, j'ai commencé ce chemin de développement personnel très tôt. En fait, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans, parce que je baigne dans une famille où on parlait de ça. Ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des naturopathes, des iridologues. Enfin, on était vraiment déjà un peu, tu vois, baigné là-dedans, voire même beaucoup. Et donc, j'avais déjà quand même une certaine connaissance de moi, mais pour autant, à cet âge, j'étais comme tous les ados. Alors, d'ailleurs, j'ai une photo des fois que je monte en conf. J'ai les cheveux longs, tu vois, jusqu'ici. Je me suis teint les cheveux avec de l'eau oxygénée à l'époque, donc j'ai les cheveux blonds. Vraiment, c'est un grand n'importe quoi. Donc, je suis en train de me chercher aussi, hein, tu vois, très clairement. Bah ouais. J'ai un côté aussi un peu rebelle, où il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Je crois que sur le moment, de mémoire, ça me fait rigoler parce que je le prends pas en fait au sérieux, le gars. En tout cas, ça m'impacte pas. Je sens pas que ça m'impacte, tu sais, du style quelque chose de dur, quoi, où je vais avoir du mal à m'en remettre, quoi. Non, je crois que ça me fait marrer parce que j'étais dans une forme, je te dis déjà de rébellion, donc et lui quelque part c'était un peu l'autorité aussi, tu sais, donc je le prends pas au sérieux, mais par contre, je vais m'en rappeler toute ma vie. Alors, on peut tout imaginer en termes de scénario, c'est est-ce que du coup ça m'a motivé à me dire, tu vas voir, en fait. Tu vois, ça se trouve, c'est ça, mais ça, je le saurais jamais. Mais j'ai jamais eu de rancune. Des fois, les gens m'ont posé la question, est-ce que vous avez essayé de retrouver cette personne pour lui dire, voilà, regarde ce que je suis devenu. Peut-être que ça a été un conditionnement, je sais pas. Justement, tu vois, là, c'était un peu le point de départ de l'entretien, mais je pense qu'il faut remettre le contexte dans lequel tu as grandi. Tu as commencé à nous donner quelques billes sur ta maman qui était à la fois astrologue, numérologue, mais pas que, si je dis pas de bêtises. En fait, ta maman était gardienne d'immeubles dans les très beaux quartiers parisiens. Est-ce que tu peux parler de cette enfance-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme deux ambiances qui se côtoient en permanence, quoi. Ah ouais, oui, très clairement. Bah oui, parce que donc nous, on est au 34 avenue Montaigne. On est dans une loge qui fait 40 mètres carrés avec donc mon père, ma mère, mon frère et moi. 40 mètres carrés à 4, je te laisse imaginer, c'est pas très grand. Donc on dort tous dans la même pièce. Les toilettes sont dans une cour au fond. Donc la douche se trouve dans un placard dans les escaliers de service au premier étage. Enfin bon, c'est très très particulier. Et à côté de ça, les gens qui vivent dans l'immeuble sont des milliardaires. Donc ils ont des appartements qui sont énormes. Ils ont des enfants. Et donc moi, je vais copiner avec ces enfants. Ouais. Je vais être très souvent dans les appartements qui sont déjà dans ma tête complètement disproportionnés parce que bon, après je retourne dans mon petit truc de 40 mètres carrés avec tout le monde là. Donc oui, c'était assez décalant, mais en même temps, ce qui est rigolo quelque part, c'est que quand t'es enfant, t'as pas notion en réalité de tout ça. Donc c'est pas quelque chose, tu sais, qui m'a du style traumatisé ou que j'ai très mal vécu. Pas du tout, quoi. Donc il y a déjà cet aspect-là, je trouve, qui est marquant. Et puis après, tu l'expliques, dans ton parcours scolaire, tu as une difficulté qui était la dyslexie et la dysorthographie. Ouais. Et là encore, ça va conditionner l'ado, le jeune homme et l'homme que tu vas devenir. Oh, mais complètement, ouais, parce que très tôt, vers l'âge de 6 ans, on me dit que je suis dyslexique.
Mais bon, quand t'as 6 ans, tu captes pas, en fait, ce que ça veut dire dyslexique. Moi, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que je suis différent. Différent, c'est plutôt, dans ta tête, plutôt quelque chose de physique. Tu comprends pas que c'est cérébral et que c'est lié à ton cerveau. C'est vrai. Et donc, moi, je me trouvais pas du tout différent. Mais par contre, au moment où on m'a dit ça, et c'est vrai que j'avais déjà quand même remarqué, je faisais beaucoup d'efforts, tu sais, pour faire comme tout le monde. Autrement dit, pour avoir des bonnes notes. Et puis, en fait, systématiquement, j'avais des notes catastrophiques. Et quand tu l'additionnes avec ces quelques enseignants qui, des fois, en fait, font des petites jokes dans la classe par rapport à quand on te remet ta note, qui te dévalorisent encore plus, parce qu'ils se rendent pas compte que tu as mis un effort considérable chez toi pour avoir une bonne note, bah, tu perds hyper rapidement confiance en toi. Donc, bah, au final, très rapidement, tu es au fond de la classe, à côté du chauffage, et puis tu regardes ce qui se passe à l'extérieur. Donc, grosse perte de confiance. Je me disais souvent que j'étais nul, tu vois, que ça servait à rien. Enfin, c'était pas très cool. Mais j'ai quelque chose de positif, je pense. En tout cas, je me rends compte maintenant. C'est que j'ai dû cultiver cette différence sans m'en rendre compte. Parce que moi, je suis devenu le clown dans la classe. Donc, je faisais rire tout le monde. Et ça a duré jusqu'à mon bac. Donc, j'ai eu une scolarité où j'allais à l'école pour m'amuser. Parce que dans ma tête, avant tout, l'école, c'était quand même un lieu pour s'amuser, quoi. Ce qui est drôle, c'est que du coup, tu te donnais déjà cette mission-là, même si c'était évidemment pas conscientisé comme ça, mais de faire du bien aux personnes autour de toi, quoi. Parce que être le clown, c'est quand même faire rire les gens, c'est beau, quoi. C'est une sacrée mission. Tout à fait, mais détrompe-toi, parce que je m'en suis aperçu à un moment donné. J'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça en moi. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, je suis pas juste un gars qui fait rire tout le monde. Je suis aussi autre chose. Et moi, je suis comme ça, de manière naturelle. Quand je prends des décisions, c'est assez radical. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être clown. Et j'ai montré, en fait, une autre facette de moi, en fait, ou peut-être qui je suis profondément, j'en sais rien. Et du coup, je me rappelle que ça a été très étonnant pour beaucoup de mes potes et de mes camarades de l'époque. Mais certainement. Ils s'y ont fait, ils ont vu que, oui, je continuais quand même. J'avais un tempérament à rigoler. Mais ils ont vu aussi que j'étais différent. Mais je pense que c'est lié au fait que, en parallèle de ça, tu sais, je lisais déjà des livres en développement personnel. J'avais des discussions assez profondes avec ma mère. J'apprenais énormément de choses. Et donc, je pense que c'est ça aussi que je voulais montrer aux gens en disant, mais attendez, je suis autre chose que ça, quoi. Oui, parce que derrière le clown, parfois, c'est quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Et là, tu es en train de dire, bah, en fait, non. Oui, c'est ça. Pas que. Ouais, pas que, ouais, c'est ça. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux choses dans ton parcours qui vont, marquer profondément qui tu es. Il y a ce voyage quand t'as quoi? T'as 10 ans quand tu pars aux États-Unis pendant un mois? C'est ça. T'es un bébé, hein. Enfin, et là, tu découvres l'intérêt des voyages, de l'expérience par le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça fait partie de mes grands déclics de vie. Effectivement, donc déjà 10 ans, comme tu le soulignes, c'est très jeune. Donc, faut imaginer, on fait partie d'un programme scolaire, donc c'est toute une classe. On part à Milwaukee, donc on est chacun dans une famille d'accueil et on y reste un mois sur place. Et en parallèle de ça, on continue à aller à l'école, donc dans une école américaine. Et donc, oui, ça a été une révélation pour moi parce que, en tout cas, de ce que je vois maintenant, mais je sens sur place que je suis en joie. Je me sens vraiment très heureux. J'ai l'impression d'apprendre plein de choses de manière joyeuse. Je vois en fait que je peine pas. Je sens que c'est fluide, c'est hyper fluide à tous les niveaux. Et donc, oui, je vais écrire peut-être 1 ou 2 courriers à mes parents en leur disant que j'ai pas envie de rentrer, que je veux rester là-bas parce que je me sens tellement bien. Et donc, oui, quand je suis revenu de ce voyage, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de voyager parce que j'avais eu ce sentiment profond d'apprendre. Et c'est pas l'impression que j'avais quand j'étais à l'école. Et puis c'est à 18-19 ans que je fais mon premier voyage en backpacker, tu sais, avec sac à dos, qui va être le début, on va dire. Maintenant ça fait depuis, je voyage tout le temps en fait. Ça fait 6 mois de l'année, je suis tout le temps en déplacement. Ouais. Ouais, ça fait vraiment profondément partie de toi et de ton développement perso. On va y revenir. Ça a été pour ce que j'ai compris de ton parcours, un premier déclic, et puis le deuxième, c'est le kung-fu. C'est ton frère, je crois, qui t'y initie. Oui, exactement, oui, parce que je pense que c'est caractéristique de beaucoup d'enfants on dit par exemple hypersensibles, 10, etc. La caractéristique, c'est qu'on a un trop plein d'énergie aussi. On a de l'énergie, on a du mal à la canaliser. Et comme notre système scolaire fait que t'es assis en fait toute la journée, c'est très compliqué, quoi.
Et mon frère, lui, avait déjà commencé à faire du kung-fu. Et puis, il m'a dit, écoute, tu devrais essayer le kung-fu, ça va te plaire. Et donc, j'ai essayé, effectivement, dès le premier cours. J'y suis allé avec mon ami d'enfance et tous les deux, en fait, on s'est dit, mais ouais, c'est trop bien. Et on en a fait pendant 14 ans, tous les deux. Et moi, ça m'a amené à être champion de France en 99. Et du coup, ça m'a vraiment canalisé. Et au-delà de ça, ça a été une deuxième école. C'est ce que j'appelle pour moi comme une école de la vie. J'ai tellement appris de choses qui me conditionnent encore à l'heure d'aujourd'hui et qui fait que je suis là aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que j'encourage, moi, les parents, s'ils vivent des choses à peu près similaires avec leurs enfants, de leur faire découvrir quelque chose. Donc moi, ça a été le kung-fu. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la poterie, peu importe ce que c'est. Mais tu vois, dès que tu commences à dégager quelque chose dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu vois que t'es bon, et qu'en plus, t'as un adulte qui te tire vers le haut et qui t'amène, tu vois, à te dépasser, quoi, on va dire, à être probablement peut-être meilleur que ce que tu penses. Ah là, confiance en soi, après, c'est gagné, hein, ça te suit toute ta vie. Eh oui. Après, je pense que le kung-fu, c'est pas n'importe quel sport. Enfin, tu vois, je connais pas dans le détail, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a la notion physique, mais il y a aussi énormément de valeurs, même d'un point de vue purement philosophique, presque, de discipline et. Oui, parce que dans les arts martiaux, il y a ce qu'on appelle une partie technique, qui est, on peut imaginer ça comme des combats imaginaires. Et dans la partie technique, ça nécessite beaucoup de patience parce que chaque geste est très précis. La position de tes pieds, ton regard, la position de ta tête, le degré de bassesse de ton corps sur des positions. Enfin, tout est hyper précis. Et donc, pour en arriver à avoir vraiment des gestes qui frôlent la perfection, ça nécessite beaucoup de patience et beaucoup d'entraînement, de répétition et de répétition et de répétition. Et c'est grâce à ça que j'ai appris que la répétition t'a amené justement à être de plus en plus bon, en fait, dans ce que tu fais. Et ça, tu peux l'appliquer après et le transférer dans tout ce que tu veux dans ta vie, quoi. Plus tu vas répéter les choses et plus tu vas être bon et plus tu vas exceller. Donc, on comprend mieux maintenant que tu nous dépeins un peu cette enfance, adolescence, pourquoi celui qui se retrouve face à ce directeur qui lui dit cette phrase affreuse, bon, t'es pas plus déstabilisé que ça en réalité. Ouais. Ça doit pas être très agréable, mais c'est ok. Ça remet pas en cause profondément qui tu es et ta confiance en toi, quoi. Disons que ça vient forcément poser encore un clou sur le fait que je suis pas bon et que les études, c'est pas du tout fait pour moi, définitivement, parce que suite à ça, d'ailleurs, comme quoi ça a quand même un impact aussi, suite à ça, j'arrête. Je dis c'est bon, en fait, les études, c'est pas fait pour moi, et je décide de découvrir le monde du travail. Grâce à ma mère, on trouve une chambre de bonne de 10 mètres carrés, au 6e étage sur l'ascenseur, et donc j'arrive là-dedans, je m'installe et tout, et puis c'est vrai que oui, j'ai cette idée, en fait, de me dire, faut que je mette à contribution ce que je suis, en fait, mes talents. Je sentais, il y avait un truc qui me dépassait, qui était très intuitif, et qui me dépasse d'ailleurs encore, tu vois, j'ai l'impression d'être au service de quelque chose qui est plus grand que moi, et j'avais ce truc-là, et je savais pas quoi faire avec ça, donc j'ai cogité, et au fur et à mesure est née l'idée de créer, qui est encore existant, ça s'appelle Néhorizon Travel. Et donc, à l'époque, j'ai créé le marché du tourisme bien-être éco-responsable. Et donc, je voyageais déjà depuis un petit moment en sac à dos. Et donc, je voyageais de manière très différente de ce que les voyages étaient proposés à l'époque. En tout cas, par les agences de voyage, etc. Ce que je souhaitais, c'était montrer aux gens une autre façon de voyager, une approche du pays très différente de ce qui se faisait à l'époque. Et donc, comme tu as compris, moi, je baigne dans le bien-être depuis que je suis gamin. À l'époque, je m'intéressais aussi beaucoup au yoga, à la méditation. Maintenant, on appelle ça la civothérapie. Donc, je voulais, tu vois, vraiment toute cette dimension. Je voulais vraiment l'intégrer dans les voyages, découvrir l'art culinaire d'un pays, etc. Et puis, de manière responsable, c'est-à-dire en protégeant un maximum du mieux qu'on peut notre planète. Et donc, c'était ça, moi, que je voulais transmettre dans un premier temps aux gens. C'était vraiment une perception de la vie et d'une façon de voyager très différente de ce qui se faisait à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé à développer mes activités. Ouais. Donc, il y a cette agence de voyage. Ça, si je comprends bien, ça va pas tout de suite être le grand succès, mais en 2 années, ça y est, tu arrives à mettre quelque chose à flot qui fonctionne. Ça va mettre un peu plus de 3 ans. Et en fait, au bout de 3 ans, voire peut-être même 4, je vais m'apercevoir que le monde du tourisme, ça me plaît pas. Parce que j'étais embêté par les gros acteurs du monde du tourisme. J'ai créé un modèle économique dans le monde du tourisme qui était inexistant. Parce que donc moi, je n'étais pas agence de voyage. J'étais un intermédiaire entre l'agence de voyage et quelqu'un qui veut partir au Costa Rica. Ouais. Et ça n'existait pas à l'époque. Et donc, les gros acteurs du tourisme m'ont envoyé plein de courriers de mise en demeure pour que j'arrête mon activité.
ou alors que j'achète une licence d'agence de voyage et que j'ai les assurances d'agence de voyage, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, OK, les gars, moi, ça me plaît pas, l'ambiance. Donc, et donc, j'ai réfléchi, j'ai brainstormé avec l'équipe que j'avais à l'époque. Et on a créé l'agence de communication Néo Bien-être, qui, elle, accompagne les thérapeutes, les professionnels du bien-être, et qui est là pour, j'allais dire, démocratiser le monde du développement personnel, de la connaissance de soi. Parce que de l'époque, comme tu le disais, on pouvait pas parler de bien-être, on pouvait pas parler de yoga, de méditation. Ma mère ne pouvait pas parler du fait que nous, on allait voir des iridologues ou des naturopathes à son médecin de famille, quoi. C'était pas possible. Ma logique, c'était de me dire, un peu comme dans tous les métiers, il y a des mecs qui sont très bons et des gars qui sont très, très mauvais. Et ben, c'est pareil dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel. Il y a des gens, ils sont très, très bons dans ce qu'ils font. Et vraiment, c'est des perles. Donc, si un jour il est sur ton parcours de vie, c'est génial, si t'en as besoin. Et puis, il y en a d'autres, comme tous les autres métiers, décrédibilisent totalement le secteur. Et là, on a le mainstream qui s'empare de ça et qui rajoute une couche derrière et qui fait croire que c'est des mouvements sectaires, que c'est des gourous, que tout, en fait, est un peu bizarre. Juste pour comprendre, le lien, c'est quoi? C'est qu'en fait, t'en avais marre qu'on vienne t'embêter juridiquement sur l'agence de voyage. Donc, tu t'es dit, il faut que je développe une autre activité pour me sécuriser. C'était ça, l'idée? Alors, oui et non. C'est plutôt que je me suis aperçu de comment fonctionnait le monde du tourisme. Et donc, moi, dans ma réflexion, je me disais, non, j'ai pas envie de continuer dans un milieu, j'ai pas envie de continuer à côtoyer ces gens. En tout cas, c'est de l'époque, ça a peut-être changé et je le souhaite. Et donc, moi, je voulais plutôt être en contact avec des gens qui sont comme moi, tu vois. Donc, et donc, je crois que c'est plutôt ça aussi qui m'a motivé, c'est de me retrouver avec des gens avec qui je partage des valeurs communes. Ça fait du bien, tu sais, d'être avec des gens qui sont comme toi. Ouais. Je crois qu'en filigrane, à mon avis, c'était ça, c'était de créer un réseau de gens comme moi et qu'on puisse peut-être potentiellement, je sais pas, co-créer ensemble, avancer ensemble. Et donc, en fait, c'est à la frontière de tout ça, le goût des voyages, le goût du développement personnel, l'envie de le démocratiser. Et est-ce que c'est comme ça que vont naître tes fameuses interviews? C'est quoi le bonheur pour toi? Eh oui, quelque part, parce que tout s'enchaîne depuis la création de mon entreprise de manière très fluide. Donc, c'est arrivé comme ça sur mon parcours de vie. Je crois qu'un des déclencheurs, c'est quand j'ai quitté Paris. Donc moi, je suis resté à Paris pendant 34 ans. Et j'avais le désir, avant de quitter Paris, ça faisait 10 ans avant de quitter Paris, que je voulais quitter Paris. J'attendais que l'entreprise que je développe puisse suffisamment dégager de chiffre d'affaires pour que si j'étais amené, moi, à partir, ça soit pas trop déstabilisant. Et donc, il y a un moment donné, j'ai vu que j'avais une fenêtre. J'avais une possibilité, j'avais allé 2-3 mois quelque part pour aller voir des villes. Donc, j'étais à Lyon, j'étais à La Rochelle, à Nantes, et puis un jour, je suis arrivé à Montpellier. Et en sortant de la gare de Montpellier, ça a été une évidence. Et je me suis dit, il faut que je m'installe ici, quoi. Donc, en quelques mois, j'étais installé. J'adore. Ouais, c'était vraiment très évident. On est quoi là, en 2010 et quelques? Ça fait 11 ans que je suis ici. Ok, donc 2013. Et donc, je m'installe ici et tu vas comprendre le pont, c'est que depuis que je suis installé ici, mais tout s'est développé puissance, je sais pas combien, à titre perso et à titre professionnel. Et donc, j'ai bien fait d'écouter cette intuition, une fois de plus, qui me disait dans mon fort intérieur, là où tu es, l'énergie dans laquelle tu es ne te correspond plus. Il faut que tu trouves quelque chose qui vibre avec qui tu es. Et donc, depuis que je suis arrivé à Montpellier, j'ai réalisé les films, on a créé des événements, je suis devenu auteur. Il s'est passé plein de choses, quoi. C'est hyper intéressant dans ce que tu dis et que j'entends souvent chez mes invités, c'est que quand on finit par entendre cette petite voix, par accepter de lui donner raison et puis du coup de faire les changements nécessaires dans sa vie, en fait, à partir du moment où tout s'aligne, le tapis rouge arrive à peu près au même moment. Ah oui, vraiment, ouais. Moi, je recommande à tout le monde, du mieux qu'ils peuvent, bien évidemment, d'essayer d'être sensible à ça, parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Déjà, de l'entendre, de le comprendre, pourquoi pas, déjà, rien que ça. Mais si on l'est, vraiment d'être attentif, parce que ça change beaucoup de choses. Et une fois de plus, comme c'est purement énergétique, tout ça, ça change. Donc, potentiellement, peut-être que, je sais pas, demain, par exemple, ou dans un an, l'énergie d'ici, de Montpellier, ne me conviendra plus. Il faudrait que je reparte à la conquête d'un autre lieu qui me correspond. Parce que, tu sais, il y a très longtemps, moi, j'étais tombé sur l'idée de rien n'est permanent, mais par contre, l'impermanence, oui. C'est la seule chose permanente. C'est ça, ouais. Et c'est vrai, en fait, quand tu regardes, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont permanentes et permanentes. Je sais pas, pour le transposer, par exemple, à mon entreprise, ça fait quand même 21 ans.
encore à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est permanent. Tout peut s'arrêter demain, tu vois, j'ai pas de certitude, en fait. Donc, si je reviens du coup à c'est joli cette période-là qui s'ouvre, tu déménages à Montpellier il y a 10 ans et puis en fait, tout s'ouvre à toi. Et ben justement, qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas grandir avec tes projets? Alors, beaucoup de choses. Déjà, quand même pas des moindres. Quand j'arrive ici à Montpellier, donc j'arrive au mois de juillet, au mois de septembre, je vais rencontrer donc mon ex-compagne, avec qui je vais rester quand même pendant 7 ans. Donc, ça a été une très belle histoire d'amour. Et puis, professionnellement, en fait, ça va vraiment ouvrir quelque part, tout le développement de mes activités. J'ai commencé à organiser des rencontres de thérapeutes. Et donc, j'ai pas fait ça à moitié parce que pendant 7 ans, j'étais dans 17 villes en France tous les mois. Et donc, j'organisais des rencontres pour fédérer les thérapeutes. Moi, ce que je voulais, c'est que les thérapeutes comprennent qu'ils sont pas des concurrents, qu'ils ont intérêt à se rencontrer parce qu'ils peuvent être co-créatifs ensemble, imaginer des choses ensemble, se recommander ensemble. Et donc voilà. Donc je te laisse imaginer, pendant 7 ans, j'ai rencontré des milliers et des milliers de professionnels. Et après, j'ai commencé à faire ça à l'extérieur de la France, donc au Canada, en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Mais du coup, de manière directe et indirecte, ça a participé aussi à développer mes activités parce que les thérapeutes, tu vois, ils ont commencé à connaître Néo-Bien-être. C'est qui Néo-Bien-être? Ils ont commencé à me connaître aussi. Donc ça a lancé, on va dire, l'agence Néo-Bien-être. On fait des sites internet, des plaquettes, des cartes de visite. Donc forcément, ça a fait connaître en fait notre agence. Ça a propulsé ça. Puis après, quelque part, un peu comme tu l'as dit, à l'image du tapis, tu sais, qui se déroule, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées comme ça sur mon parcours de vie que j'avais pas du tout imaginé. Et donc, on a commencé à créer un festival à Montpellier qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie. Tu vois, et moi, j'avais pas prévu tout ça. Maintenant, il y a 15 000 personnes qui viennent à Montpellier pour le festival. On peut s'arrêter 2 secondes sur ce festival. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant fait partie de tes sujets de cœur ou de prédilection. C'est l'éducation, en fait. Et ça vient certainement de ton parcours, où tu dis qu'on peut peut-être envisager l'éducation autrement. Oui, tout à fait. Je crois que c'est lié, oui, à mon parcours scolaire, ça c'est sûr. Mais une fois de plus, c'est pas quelque chose de revanchard, tu sais. Ça a été plus un constat qui est très simple. Un jour, j'écris un article que j'appelle l'école de la vie. Dans cet article, j'explique que j'ai envie de créer une école différente de ce qui se fait là actuellement. Donc c'est 10 ans en arrière. Et je le publie sur le site de Néo-Bien-être. Et en 3 mois, je reçois 600 emails. J'arrivais pas à répondre à tout le monde, en fait. Et je trouvais ça dingue. En fait, les gens étaient totalement en cohérence avec ce que j'écrivais. Et donc, comme je n'arrivais pas à répondre à tout le monde, je me suis dit, j'ai une qualité, c'est une facilité à fédérer les gens autour de moi. Donc, je me suis dit, je vais organiser un pique-nique. J'aime bien ça. J'aime bien organiser des trucs. C'est cool. Donc, ces 600 personnes sont venues sur le plateau du Larzac. C'était génial. On a passé un super moment. Et de là, l'année d'après, on a créé le festival qui avait toujours pour objectif de valoriser le fait qu'on voulait créer une école de la vie. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un besoin, mais colossal, d'avoir des réponses en tant que parents, futurs parents et enseignants qui cherchaient des outils, qui cherchaient des trucs, parce que c'est compliqué, en gros, d'être enseignant et d'être parent. Et donc, nous, on n'avait pas vu ça arriver. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais en fait, le plus important, c'est qu'on mette en lumière l'existant. En fait, c'est tous ces gens, tous ces professionnels qui se mobilisent aux 4 coins de la France et qui sont là pour aider les parents, les futurs parents et les enseignants. Et c'est ce que tu fais de mieux, en fait, toi. C'est ça, d'aller trouver dans le développement personnel, dans les thérapeutes, dans l'éducation, quels outils pour qui. Et puis après, toi, tu les packages et tu les amènes, en fait, sur un plateau, j'ai envie de dire. Oui, c'est un peu ça. Et donc là, avec le temps, on a créé des écosystèmes qui permettent à tout à chacun, justement, de pouvoir avoir des éléments de réponse. Par exemple, parce qu'on parle d'éducation, dans l'écosystème innovation en éducation, il y a un podcast pour les gens qui aiment bien écouter, il y a un magazine papier pour les gens qui aiment bien lire, on a créé le congrès innovation en éducation et le festival pour l'école de la vie pour les gens qui aiment bien se rassembler et se rencontrer, et on a créé une académie, tu sais, pour former les gens. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les futurs parents. Non pas qu'on les forme à être parents, mais on leur apporte plein d'outils avant de devenir parents. Et on a fait pareil dans le domaine de la connaissance de soi avec l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous, où il y a un podcast, il y a un congrès, le livre que j'ai écrit, un jeu de cartes, etc., etc. Et donc, tu vois, en fait, à chaque fois, c'est des univers différents pour répondre à un maximum de personnes. Il y en a qui préfèrent lire, d'autres écrire, d'autres écouter, d'autres regarder les films et tout, etc. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que tu as des messages de fond, de cœur,
que tu vas décliner sur différents outils, différents formats, mais c'est ce que j'avais cru percevoir avant qu'on échange, mais c'est vraiment cette envie de toucher un maximum de monde pour semer chez chacun le petit truc, le petit déclic qui va faire que le petit message, le petit mot qui va aider à changer. Et donc, pour rendre ces messages accessibles, il faut les mettre sur plein de formats différents pour être sûr qu'à un moment donné, hop, ça arrive à la bonne personne. Mais c'est tellement ça. Tu sais, quand on me propose de me présenter, on me dit « Alors, vous êtes qui, Julien ?» Parce que vous avez plein de casquettes. Je dis déjà dans un premier temps que je suis un citoyen du monde, que je me sens vraiment citoyen du monde et essayer de faire ma part, comme cette histoire du colibri. Et dans un deuxième temps, j'ai vraiment l'impression d'être un jardinier. Et donc de semer des graines, comme tu le dis, tu sais, de semer des graines comme ça tout autour de moi. Et c'est vraiment ce je trouve, qui me ressemble le plus, ouais. Et du coup, il y a tout ça. Je suis obligée de faire un petit focus sur cette aventure-là de c'est quoi le bonheur pour vous, cette espèce de tour du monde, mais que t'as pas dû faire une seule fois, tu as dû le faire plusieurs fois, j'imagine. T'es allé à la rencontre de combien de personnes dans le monde pour leur demander cette simple question-là? Ouais, un peu plus de 1600 personnes pendant 4 ans, dans 25 pays. Et je leur ai posé à chaque fois la même question. C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'était passionnant. Ouais, c'était une initiative dingue. Là encore, tu vois, j'ai écouté mon intuition parce que j'avais jamais imaginé, moi, dans mon parcours de vie, de réaliser un film. Parce que, mais pour des raisons qui sont hyper pragmatiques. Mais je pense que ça va parler à tout le monde. On voit bien, en fait, un film, on sait que ça coûte des millions et des millions d'euros. On se doute qu'il faut avoir des compétences techniques pour réaliser un film, quoi. Ça vient pas comme ça. Et puis, je sais pas, tu te dis peut-être qu'il faut avoir un réseau aussi pour que ton film il passe au cinéma. Enfin, parce que quand j'interviewais les gens, je voulais pas en faire un film. Moi, j'étais pris par une vague de bonheur, on va dire. C'était vraiment passionnant de discuter avec toutes ces personnes et de parler du bonheur parce que quand tu commences à réfléchir à cette question et que tu commences un peu, tu sais, à dialoguer, à philosopher autour de ça, tu vois que c'est gigantesque comme question. Après, avec le temps, on publiait les interviews sur la chaîne YouTube Julien Perron. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on se retrouvait avec 300 heures de rush. Ça faisait 4 ans que je me baladais sur la planète tout seul. J'avais 25 kilos de matériel, dont un drone. Et donc, 300 heures de rush, une question. Je me dis, trop dommage quand même que ça s'arrête là. Est-ce que je peux pas en faire un film? Et après, les choses vont s'enchaîner. C'est des synchronicités de vie qui fait que il y a un jeune homme qui m'appelle, qui a envie de faire un stage en fait dans l'entreprise et qui a 15 ans d'expérience dans le monde du cinéma. Et voilà, donc je vais le prendre. C'est génial. Il va m'aider, on va monter le film. Après, on va communiquer sur le film et je vais me laisser embarquer pendant 2 ans dans plus de 400 salles de cinéma, faire des ciné-débats. C'était dingue. Et puis je continue encore à aller dans des salles de ciné pour débattre autour du film. C'est quoi le bonheur pour vous? Et puis c'est une question philosophique qu'on se pose depuis des siècles et on continuera encore à se la poser. Et donc je suis très content dans mon fort intérieur de me dire que tu sais, il y a quelque chose qui va rester dans le temps et qui va aider probablement encore des millions et des millions de personnes. Je trouve ça génial. C'est tellement bon de te sentir utile. C'est quoi ton plus grand rêve, Julien? Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est peut-être utopique, mais il y a quelque chose en moi en fait qui y croit, parce que moi je le vis à titre perso. Comme je te dis, j'ai commencé très tôt à prendre soin de moi et à me connaître, et je vois tellement l'impact que ça peut avoir en fait dans la vie d'une personne, donc là en l'occurrence sur ma vie. Et donc je peux comparer avec le reste de la population, je vois vraiment tout ce qu'il y a d'extrêmement positif. Et donc je vois que c'est accessible à tout le monde. Donc je suis pas, tu vois, un surhumain, quoi. Je suis juste un citoyen du monde une fois de plus. Donc tout le monde à un moment donné peut prendre soin de lui. Et donc mon plus grand rêve, ce serait justement que on dépasse ce gap de la population où il y a plus de 50% de la population, tu sais, qui est déjà en marche, qui a mis en place plein d'outils, enfin plein de choses, qui est vraiment dans l'action, qui a compris que c'était une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi et qui fait du mieux qu'elle peut tous les jours pour prendre soin d'elle-même, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et tout, etc. Et donc voilà, après potentiellement quand tu fais ça, t'inspires les gens aussi autour de toi parce que t'es bien, tu dégages une bonne vitalité, une belle énergie, t'as de l'énergie que t'as envie de revendre et de mettre à contribution aussi pour les autres. Et une fois de plus, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que pour aller dans ce grand rêve, je me dis que si on commence le plus tôt possible à amener le savoir-être et la connaissance de soi, le plus tôt possible, forcément, on fait un super beau cadeau à l'humanité. J'ai quelques questions rituelles pour terminer, Julien. Ma première question, mais là, je vais la changer parce qu'en fait, tu y as déjà tellement répondu. Normalement, je suis censée te demander si tu écoutes souvent ta petite voix. Donc, en fait, je vais plutôt te demander comment tu l'écoutes, ta petite voix.
Alors, en fait, c'est un sujet qui me passionne là en ce moment. Je suis en train de réaliser plein de lives, tu sais, avec des gens qui qui disent être professionnels dans le monde on va dire, de la connaissance de soi, mais surtout de l'intuition. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est différent d'un individu à un autre. Pour certains, par exemple, ça va être des frissons. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, des chatouillements dans le ventre. Peu importe, en fait, on a tous des sensations physiques. Sauf que on nous a pas appris à les reconnaître. Pour la majorité d'entre nous, écouter son intuition, écouter cette petite voix, c'est irrationnel. Parce que, en fait, la première information qui arrive est irrationnelle. Donc, forcément, après, c'est plutôt notre cerveau, c'est le côté cérébral, en fait, qui prend la suite. Et donc, moi, j'ai tellement pris l'habitude, un peu comme un muscle, tu sais, de l'écouter, que, évidemment, ça devient beaucoup plus simple. J'ai toujours cette petite voix qui me dit que je suis pas seul. Comme s'il y avait une team, tu sais, derrière moi, de manière invisible. Et que, ouais, tu vois, ça me donne encore des frissons, que je suis sur la bonne voie, en fait, et que faut que je continue, et ça m'apporte tellement. Et est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien, justement, peut-être pour entretenir ce contact à cette petite voix, par exemple? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est tous les fondamentaux. Donc, mes rituels, ils passent par l'alimentation, le sport, le sommeil, d'aller dans la nature régulièrement, de m'extraire de ma zone de confort aussi régulièrement. Et tout ça, je m'y applique scrupuleusement, avec beaucoup de discipline tous les jours. Et tous les matins, par exemple, je suis réveillé vers 5h30. Et donc, je sais que pour beaucoup, tout le monde a à peu près la même réaction. Mais dans mon emploi du temps, parce que on est tous différents, j'ai vu que c'était bien que je cale ça, parce que du coup, ça me laisse une marge de temps justement pour prendre soin de moi. Donc, j'ai au moins 1 heure qui est vraiment allouée pour moi tous les matins. Et comme du coup, je suis réveillé tôt, je commence à jardiner, je le mets entre guillemets, donc comprendre travailler très tôt. Et donc, je m'arrête de travailler à 4h30 de l'après-midi pour continuer à prendre soin de moi. Et donc, du coup, généralement, je vais faire du vélo, je vais à la plage et je médite. Est-ce que, Julien, tu as un livre qui t'a particulièrement marqué et aidé dans ton développement personnel? Alors oui, parce que ça fait partie de mes déclics. Parmi les déclics qu'on n'a pas évoqués, il y a justement un livre qui est arrivé dans mon parcours de vie. Et très tôt, il est arrivé en 95. Et j'étais à Virgin, sur les Champs-Élysées, et je tombe là-dessus, donc pas par hasard, et ça s'appelle La prophétie des Andes. James Redfield, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et ce livre, il est venu me confirmer déjà tellement de choses que je chantais dans mon fort intérieur. Et ma dernière question, j'aimerais savoir si tu es heureux, Julien. Oui, je suis heureux, ouais. Ouais, je suis heureux, comme je viens de te le dire, parce que je me sens utile, je sens que j'impacte le monde positivement, et puis j'ai un feedback, parce que les gens m'écrivent par email, sur les réseaux sociaux, et ils me disent en fait que, je sais pas, que ce soit le podcast, le film, le livre, peu importe ce que c'est, que ça les aide, que ça les a peut-être même changé leur vie. Et le plus beau, quelque part, c'est quand j'ai les gens les yeux dans les yeux. Par exemple, quand j'organise les événements, beaucoup de personnes qui viennent, ils viennent parce que ils me connaissent. Et donc, je t'assure, quand t'as quelqu'un qui te regarde les yeux dans les yeux, tu sais, avec l'œil qui brille, tu sais, c'est plus que touchant, en fait. C'est ta raison d'être, quoi. Enfin, moi, ouais, c'est vraiment ma raison d'être, après, ouais. Chouette. On va rester là-dessus. C'est une jolie manière de conclure notre entretien. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?